Un an après le divorce, j'ai rencontré mon ex-mari à l'hôpital. Il a souri et m'a dit, « Te quitter a été la meilleure décision que j'aille jamais prise. Une femme inutile ne peut pas avoir d'enfant. J'ai tellement de chance d'avoir un fils d'1 an avec ta meilleure amie. » J'ai souri et répondu, « Vraiment ?» 5 minutes plus tard, un homme est entré. Mon ancienne meilleure amie a laissé tomber le biberon qu'elle tenait. 5 minutes avant que la vie de mon ex-mari ne commence à s'écrouler, il se tenait dans l'aile pédiatrique de l'hôpital méthodiste de Riverside, tenant un sac à couches et disant à quiconque l'écoutait que me quitter avait été la décision la plus intelligente qu'il ait jamais prise. Je me souviens de l'heure. Exact, 10h17. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge murale au-dessus du poste des infirmières, quand j'ai réalisé que je regardais Mark Reynolds pour la première fois en près d'1 an. Certains disent que le temps guérit tout. Je n'en suis pas sûr. Ce que je sais, c'est que 12 mois après un divorce, on ne s'attend plus à certaines surprises. On ne s'attend plus à voir son ex-mari au milieu d'un mardi matin chargé, alors qu'on porte une tablette pleine de dossiers de patients et qu'on essaie de se rendre à une réunion de personnel. Surtout quand il se tient à côté de votre ancienne meilleure amie, et surtout quand elle tient un bébé. J'ai figé une demi-seconde. Non pas parce que je l'aimais encore, cette partie-là était depuis longtemps passée. Mais parce que certaines blessures laissent des cicatrices, et que les cicatrices peuvent faire mal quand le temps change. Ce matin-là, Columbus était froide et grise. La pluie tapait contre les fenêtres de l'hôpital. Peut-être que cela explique tout, ou peut-être que voir les deux personnes qui ont contribué à détruire votre mariage ne semble jamais normal. Docteur Carter. Une des infirmières m'a jeté un coup d'œil. Ça va? Oui. J'ai ajusté la tablette sous mon bras. Juste distraite. L'infirmière a hoché la tête et s'est éloignée. J'ai cru que je pouvais passer devant eux, vraiment. Malheureusement, Mark m'a vu. Son visage s'est immédiatement illuminé, non pas d'embarras, ni de regret, mais d'amusement. La même expression suffisante que j'avais passé des années à regarder à travers les tables de dîner. Eh bien, a-t-il crié fort. Regardez qui voilà. Quelques personnes se sont tournées. Les salles d'attente d'hôpital ont une excellente acoustique quand on le désire. Le moins. Jessica a levé les yeux de la poussette. Son sourire était plus petit, plus prudent. Au moins l'une d'elles avait assez de bon sens pour être mal à l'aise. J'ai envisagé de continuer vers l'ascenseur. Au lieu de cela, je me suis arrêté. Après 20 ans de médecine, j'avais appris quelque chose d'important. Fuir les situations inconfortables les fait rarement disparaître. Bonjour. Marc. Il a souri. Émilie. Le bébé dans la poussette tendait la main vers une girafe en jouet. Cheveux blonds, yeux bleus. Environ 1 an, peut-être un peu moins. Jessica a ajusté sa couverture. Le mouvement semblait étrangement répété, comme si elle voulait que tout le monde autour de nous remarque à quel point sa petite famille avait l'air heureuse. Pendant un instant, personne n'a parlé. Puis Marc a rompu le silence. « Comment vas-tu » La question semblait amicale, mais son ton ne l'était pas. « Je vais bien. Je travaille toujours trop. » J'ai failli rire. 7. Accusation à nouveau. Pendant des années, chaque désaccord dans notre mariage tournait en quelque sorte autour de ma carrière. Trop de gardes à l'hôpital. Trop de conférences, trop de patients. Peu importe qu'il travaille lui-même 60 heures par semaine. Les règles avaient toujours été différentes pour moi. J'apprécie mon travail. Oh, je sais. Un couple assis à proximité a échangé des regards. Il pouvait sentir ce qu'était réellement cette conversation. La plupart des gens le peuvent. Marc a fait un pas de plus. Je suppose que certaines choses ne changent jamais. Jessica s'est agitée. Marc, quoi? Il a haussé les épaules.
Nous sommes tous des adultes ici. Je connaissais ce regard. Il jouait un rôle. Certaines personnes ne veulent pas d'un public. Marc, lui, en voulait. Toujours un. Puis il a lancé la phrase, celle qu'il attendait probablement d'eux. Dire depuis un an, te quitter a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. La salle d'attente est devenue très silencieuse. Même la télévision, accrochée au coin, semblait moins perceptible. Jessica fixait le sol. J'ai gardé mon expression neutre. Non pas parce que je n'étais pas en colère, mais parce que je l'étais. Mais les médecins apprennent tôt le contrôle émotionnel. On ne peut pas paniquer en cas d'urgence, on ne peut pas perdre son sang-froid quand les gens comptent sur vous. Et après suffisamment d'années, cette discipline devient une habitude. Marc n'avait pas fini. Une femme inutile ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Le vieux couteau, celui qu'il aimait tourner. Pendant près de 7 ans, nous avions essayé d'avoir une famille. 7 ans de rendez-vous, de tests, de spécialistes, de déceptions, de pleurs sur les parkings, de retour à la maison en silence. Moins, c'est comme ça que je m'en souvenais. À l'époque, j'avais cru que nous souffrions ensemble. Je ne savais pas à quel point j'avais tort. Jessica serra le biberon dans sa main. Marc, arrête. Mais il s'amusait trop. Il fit un signe de tête vers la poussette. J'ai de la chance. Son sourire s'élargit. J'ai un fils d'1 an. Avec ta meilleure amie. Les mots restèrent suspendus dans l'air, cruels, délibérés, conçus pour blesser. Le plus drôle, c'est que je m'attendais à me sentir dévasté. Au lieu de ça, je me suis senti fatigué, profondément fatigué. Peut-être parce que j'avais déjà fait mon deuil. Peut-être parce que la trahison devient moins puissante après assez de temps. Ou peut-être parce que je savais quelque chose qu'il ignorait. Pas tout, mais assez. J'ai regardé le petit garçon. Rien de tout cela n'était de sa faute. Puis j'ai regardé Jessica. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. Cela m'a surprise. Les gens qui sont fiers de leur choix ne fixent généralement pas le sol. Finalement, j'ai regardé Marc. Il attendait une réaction. Des larmes, de la colère, quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de ça, j'ai souri. Juste un petit sourire. Rien de dramatique, vraiment, ai-je dit. Sa confiance a vacillé. Juste une seconde, mais je l'ai vu. De la même manière que les médecins remarquent des symptômes subtils que d'autres manquent. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-il. Rien, haussai-je les épaules. Juste intéressant. Maintenant, il avait l'air irrité. Bien. Pour une fois, il ne contrôlait pas la conversation. Mon téléphone vibra dans la poche de ma blouse de laboratoire. Un SMS. J'ai baissé les yeux. Le nom de l'expéditeur a immédiatement attiré mon attention. David Lawson. Je ne m'étais pas attendu à avoir de ces nouvelles ce matin-là, surtout pas là. Surtout pas à ce moment-là. Le message ne contenait que 6 mots. Je suis en bas. Il faut qu'on parle. Mon pouce est accéléré, non pas de peur, mais de surprise, car David n'était pas le genre d'homme à envoyer des SMS urgents sans raison. Et soudain, j'ai eu l'impression que ce mardi ordinaire était sur le point de devenir tout sauf ordinaire. J'ai remis le téléphone dans ma poche. Marc me fixait toujours, attendant, essayant de comprendre pourquoi je n'étais pas contrarié. Pour la première fois de la matinée, j'ai presque eu pitié de lui. Presque. La dernière chose à laquelle je m'attendais ce mardi matin était un message de David Lawson. Je ne lui avais pas parlé depuis près de 3 mois. Alors que je m'éloignais de la salle d'attente, je sentais encore les yeux de Marc sur mon dos. Il détestait les conversations inachevées, il l'avait toujours fait.
Pendant des années, il m'avait suivi de pièce en pièce chaque fois que nous nous disputions. Il avait besoin du dernier mot, besoin de sentir qu'il avait gagné. J'ai appuyé sur le bouton de l'ascenseur et j'ai attendu. Les portes se sont ouvertes. Juste avant qu'elles ne se referment, j'ai entendu Marc m'appeler, toujours. En fuite, Émilie? J'ai regardé en arrière. Non, Marc. Les portes se sont refermées. Je marche enfin dans la bonne direction. Pour une fois, je l'ai laissé sans réponse. L'ascenseur m'a emmené au rez-de-chaussée. Dehors, la pluie s'écrasait sur les grandes baies vitrées donnant sur Olangi River Road. Patients et visiteurs se hâtaient sur le parking, tenant des parapluies contre le temps de mars. David était assis près du café de l'hôpital. Même de loin, il avait l'air grave, ce qui m'a immédiatement inquiété. David n'était pas dramatique de nature. À 58 ans, il s'était forgé une réputation comme l'un des avocats les plus respectés de Columbus. Les gens engageaient David quand les choses devenaient compliquées, très compliquées. Quand il m'a remarqué approcher, il s'est levé. Émilie. David. Nous nous sommes serrés la main. Tu avais l'air pressé. Il a jeté un coup d'œil autour du hall. On peut s'asseoir? Ce n'était jamais bon signe. Nous avons trouvé un coin tranquille près du comptoir du café. L'odeur du café frais se mêlait à celle du désinfectant flottant dans l'hôpital. Les bruits normaux d'un mardi matin nous entouraient. Téléphone qui sonne. Fauteuil roulant se déplaçant sur des sols polis, médecins discutant de cas de patients. Le rythme familier de ma vie professionnelle. David a ouvert un dossier. J'ai trouvé quelque chose. Immédiatement, mon estomac s'est serré. Quel genre de quelque chose? Le genre qui change tout. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. 1 an plus tôt, David m'avait représenté lors de mon divorce avec Marc. À l'époque, je pensais que le règlement avait été désagréable mais simple. Apparemment, je m'étais trompé. David a fait glisser plusieurs documents sur la table. Jeté un coup d'œil. J'ai scanné la première page, puis la deuxième. Puis la troisième. Mes sourcils se sont levés. Ce n'est pas correct. Non, ce n'est pas possible. David a hoché la tête. Ça l'est. Pendant plusieurs secondes, je suis resté simplement à fixer. Relevé bancaire. Relevé d'investissement, déclaration de propriété, des chiffres, beaucoup de chiffres, et il racontait une histoire très différente de celle que Marc avait présentée lors de notre procédure de divorce. Combien, ai-je finalement demandé. David a soupiré. D'après ce que nous avons trouvé jusqu'à présent, il a fait une pause. Près de 700 000 $, j'ai cligné des yeux. 700 000 $. Pas 7 000 $. Pas 70 000 $. 700 000 $. Des actifs que Marc avait apparemment cachés pendant le divorce. Ma première réaction n'a pas été la colère. Curieusement, ce fut l'incrédulité. Marc n'était pas un cerveau criminel. Il oubliait des mots de passe. Il perdait des reçus. Il s'est éteint. Jour enfermé hors de notre propre maison 3 fois en 1 mois. Pourtant, il avait réussi cela d'une manière ou d'une autre. Comment? David sourit légèrement. C'est la partie amusante. Amusante. Vous savez comment la plupart des enquêtes sur la fraude commencent. J'ai secoué la tête. Quelqu'un devient gourmand. Cette réponse semblait juste. David a continué. Marc a demandé un financement pour une propriété commerciale il y a 6 mois. J'ai froncé les sourcils. Une propriété commerciale. Il voulait investir dans un immeuble de bureaux médicaux. J'ai failli rire. Bien sûr que oui. Marc aimait les apparences. Les gens qui réussissaient possédaient des propriétés d'investissement.
Par conséquent, Marc en voulait. Une aussi. Le problème avec les mensonges, c'est qu'ils finissent par se heurter. Au papier. Et les papiers n'oublient jamais. Quand il a postulé, a expliqué David, il a divulgué des actifs qu'il n'avait jamais déclarés. Pendant le divorce. Maintenant, je comprenais. Les mêmes documents qu'il avait aidé à obtenir un financement l'avaient accidentellement exposé. Une erreur très coûteuse. Pour la première fois ce matin-là, j'ai souri. Non pas parce que je me sentais victorieuse, mais parce que toute la situation était absurde. Après toute la planification, après toute la tromperie, après tout le mal qu'il avait causé, il s'était potentiellement exposé en essayant d'acheter un immeuble. David a ri. Cette réaction est plus saine que la mienne. Quelle a été la vôtre? J'ai passé 20 minutes à crier sur mon imprimante. Cela m'a fait rire, le premier rire sincère que j'ai eu depuis des jours. Un visiteur à proximité a jeté un coup d'œil curieux. J'ai baissé la voix. Que se passe-t-il maintenant? L'expression de David est redevenue sérieuse. Nous enquêtons plus avant. Et si tout se confirme, nous saisissons le tribunal. J'ai hoché la tête. Lentement. La possibilité me semblait étrangement irréelle. Pendant un an, je m'étais concentré sur l'avenir, reconstruisant ma vie, travaillant, guérissant, essayant de ne pas dépenser trop d'énergie à penser à marquer Jessica. Maintenant, soudain, le passé revenait dans ma vie. Une partie de moi détestait ça. Une autre partie ne pouvait l'ignorer. Il y a autre chose, dit David. J'ai levé les yeux. Le ton de sa voix avait changé, et cela m'inquiétait. Quoi? Il hésita. Émilie, j'ai une question à te poser. D'accord. Quand toi et Marc essayiez d'avoir des enfants, j'ai senti ma poitrine se serrer immédiatement. Ce sujet portait encore un poids, même après tout. Qu'est-ce que c'est? A-t-il déjà complété une évaluation complète de fertilité? La question m'a prise au dépourvu. Je me suis souvenu de chaque rendez-vous, de chaque test, de chaque spécialiste, de chaque conversation difficile. Et un souvenir se détachait, Marc trouvait toujours des raisons de ne pas terminer certains examens, obligations professionnelles, voyages, conflits d'horaire, excuses. À l'époque, je l'avais cru. Je voulais le croire. Non, dis-je doucement. Il n'a jamais tout terminé. David hocha la tête, presque comme s'il s'attendait à cette réponse. Pourquoi demandes-tu? Il tapota le dossier. Puis il me regarda directement. Parce qu'un autre document a fait surface. Un frisson me parcourut. Quel genre de document? Un rapport médical. Maintenant, mes instincts de médecin ont immédiatement heurté mes émotions personnelles. La confidentialité médicale était très importante. J'avais passé toute ma carrière à la protéger. David semblait reconnaître ma préoccupation. Je ne te demande pas de violer l'éthique. Bien. Mais je peux te dire ceci. Il se pencha en avant. Le rapport suggère fortement que Marc savait quelque chose il y a des années. Je ne parlais pas. Lui non plus. Le silence dura plusieurs secondes, suffisamment longtemps pour que mon imagination commence à relier des points dangereux. Finalement, j'ai posé la question. Tu me dis qu'il a menti? David a répondu. Avec prudence. Je te dis qu'il y a des raisons de croire qu'il en savait bien. Plus qu'il ne l'a admis. Mon cœur s'est emballé. Non pas parce que j'avais des preuves. Parce que soudain, des dizaines de vieux souvenirs semblaient différents. Des conversations, des disputes, des accusations. La façon dont il m'avait blâmé. La façon dont je m'étais blâmé moi-même. Les années que j'avais passées à me demander si mon corps avait fait échouer notre mariage. Dehors, la pluie continuait à frapper les fenêtres. À l'intérieur, quelque chose d'autre
commençait. Pas une vengeance. Pas encore, mais la vérité. Et parfois, la vérité peut être bien plus dangereuse. Alors que je fixais le dossier entre nous, mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, ce n'était pas David. C'était une notification des réseaux sociaux. Jessica Miller venait de publier une nouvelle photo de famille. Et pour la première fois, j'ai remarqué quelque chose sur cette photo qui m'a retourné l'estomac. Quelque chose que j'aurais dû voir bien plus tôt. J'ai regardé la photo de Jessica pendant plusieurs secondes. Puis j'ai regardé à nouveau. Peut-être. Avez-vous déjà vécu l'un de ces moments, le genre où votre cerveau remarque quelque chose avant que vous n'en soyez consciemment conscient? Un détail, une minuscule incohérence, quelque chose qui ne correspond pas. La photo montrait Jessica assise sur une couverture à Goodale Park avec le bébé sur ses genoux. La légende disait « Dimanche parfait avec mon petit homme ». Des centaines de likes, des dizaines de commentaires, des gens la félicitant, les appelant une belle famille. Mais je ne regardais pas la légende. Je ne regardais même pas Jessica. Je regardais l'enfant, plus précisément son âge. 1 an, peut-être 13 mois. Et soudain, une chronologie qui n'avait jamais eu de sens a commencé à se mettre en place. J'ai baissé le téléphone. Qu'est-ce que c'est? Demanda David. J'ai hésité, puis j'ai secoué la tête. Je n'en suis pas encore sûr. La vérité, c'est que je ne faisais pas assez confiance à mes propres émotions pour le dire à voix haute, pas encore. Des années de médecine vous apprennent à ne pas tirer de conclusions hâtives. Vous recueillez d'abord les faits, puis vous formez des opinions. Malheureusement, être humain rend cela difficile parfois, surtout quand votre propre vie est en jeu. David a regardé sa montre. Je dois retourner en ville. J'ai hoché la tête. Et je dois retourner au travail. Il s'est levé. Fais juste attention. Attention à quoi? Son expression s'est légèrement assombrie. Les gens qui construisent leur vie sur des mensonges ne réagissent généralement pas bien quand la vérité commence à apparaître. C'était un euphémisme. Le reste de la journée s'est déroulé dans un flou. Consultation de patients, réunions administratives, emails interminables. À 18 h, je rentrais enfin chez moi, au milieu des embouteillages. La pluie avait cessé. Le centre-ville de Columbus brillait sous les lampadaires et le pavé mouillé. Normalement, j'écoutais de la musique pendant le trajet. Ce soir-là, j'ai conduit en silence. Mon esprit revenait sans cesse au même. Question. Qu'est-ce que Marc avait su exactement? Depuis combien de temps le savait-il? Et pourquoi Jessica avait-elle l'air si nerveuse ce matin-là? Au moment où j'ai atteint ma maison de ville à Upper Arlington, je n'avais pas de réponse. Seulement plus de questions. Les semaines suivantes sont devenues frustrantes. L'enquête de David avançait lentement. Dépôt de documents judiciaires, examen financier, entretien, procédure légale, rien de dramatique. La vraie vie se déroule rarement à la vitesse d'un film. Pendant ce temps, Marc continuait à agir comme si tout était parfaitement normal, presque agressivement normal. Il publiait des photos en ligne, vacances en famille, fêtes d'anniversaire, photos du bébé, l'image d'une famille heureuse, l'image qu'il avait toujours voulu que les gens voient. Parfois, je me demandais s'il le croyait vraiment lui-même. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un jeudi après-midi d'avril. Jessica m'a appelé. J'ai failli ignorer l'appel. En fait, j'ai presque ri quand j'ai vu son nom. Jessica ne m'avait pas contacté directement depuis plus d'1 an. Pas après le divorce, pas après avoir emménagé avec Marc, pas après être devenu le centre de la plus grande trahison de ma vie d'adulte. Pourtant, son nom était là, Jessica Miller appelait. J'ai répondu, allô. Silence,
puis une respiration. Une respiration nerveuse. Émilie. J'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. Jessica avait toujours parlé vite quand elle était anxieuse. Maintenant, elle semblait préparer une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que tu veux? Une pause. Puis, on peut se voir? J'ai failli dire non. J'aurais probablement dû, mais la curiosité l'a emporté. Quand? Aujourd'hui? Quoi? Plus de silence. Finalement, j'ai quelque chose à te demander. Cette réponse ne fit que me rendre plus méfiante. Néanmoins, nous avons convenu de nous rencontrer dans un Starbucks près de Grandview Heights. 1 heure plus tard, j'entrai. Jessica était déjà là. Elle avait l'air épuisée, pas physiquement, mais émotionnellement. La différence est difficile à expliquer à moins de l'avoir vue. En tant que médecin, je l'avais vue des milliers de fois. Des gens portant des fardeaux qu'ils ne pouvaient pas déposer. Elle se leva quand je m'approchai. Merci d'être venu. Je m'assis. Commence à parler. Jessica regarda autour d'elle nerveusement, puis baissa la voix. As-tu entendu quelque chose à propos de Marc? C'était ça. Pas des excuses, pas de la culpabilité. De l'inquiétude, une vraie inquiétude. Quel genre de choses? Ses doigts se sont resserrés autour d'une tasse de café. En papier. Il agit bizarrement. J'ai attendu. Il prend toujours des appels. Dehors. D'accord. Il se met en colère chaque fois que je pose des questions. D'accord, et elle a hésité, puis s'est arrêtée. J'ai étudié son visage. Pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Jessica n'était pas heureuse. Pas du tout. Les photos soigneusement sélectionnées en ligne l'avaient bien cachée. Mais assise en face de moi maintenant, elle avait l'air dépassée. Effrayée, presque piégée. Jessica. Ma voix s'adoucit légèrement malgré moi. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Elle déglutit, puis parla si doucement que je l'ai presque manqué. J'ai trouvé des papiers. Immédiatement, mon attention s'est aiguisée. Quel genre de papier? Je ne sais pas. Ce n'est pas vrai. Elle a baissé les yeux. Des papiers médicaux. Mon pouce est accéléré. Soudain, j'ai compris. Pourquoi elle avait appelé. Elle ne cherchait pas de la sympathie. Elle cherchait des réponses qu'elle pensait que je pourrais avoir. Malheureusement, je n'en avais pas. Pas encore. Qu'est-ce qu'il disait? Je ne sais pas. Cette réponse semblait sincère. Cette fois-ci. Je n'en ai vu qu'une partie. Elle se frotta le front. Mais Marc a paniqué quand je lui ai posé la question. Aucune de nous ne parla. Pendant plusieurs secondes. Puis elle posa la question vers laquelle elle avait clairement tendu. Émilie? J'ai levé les yeux. T'a-t-il déjà menti? L'ironie faillit me faire rire. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était incroyable. Cette femme avait contribué à détruire mon mariage. Et maintenant, elle était assise en face de moi, demandant si l'homme qu'elle avait choisi pouvait être de confiance. La vie a un étrange sens de l'humour. Jessica, me suis-je levé? C'est une question à laquelle tu devras répondre toi-même. Elle avait l'air déçue, peut-être même blessée. Mais je n'étais pas la personne qui lui devait un soutien émotionnel, plus maintenant. Alors que je marchais vers la porte, elle m'appela. Émilie. Je m'arrêtai. Quoi? Son visage était devenu pâle. Je crois que quelque chose ne va pas. Je la regardai longuement, puis hochai la tête. Moi aussi. 3 jours plus tard, David a appelé, et ce qu'il m'a dit a tout changé. Non.
Pas parce que cela a confirmé mes soupçons, mais parce que cela les a brisés. La vérité était bien plus étrange que tout ce que j'avais imaginé. Et 5 minutes. Après cet appel téléphonique, un biberon très familier a frappé le sol de l'hôpital méthodiste de Riverside. 3 jours après ma rencontre avec Jessica, j'étais en train d'examiner des rapports de patients dans mon bureau quand David Lawson a appelé. Dès que j'ai entendu sa voix, j'ai su que ce n'était pas une mise à jour de routine. « Emily ?» dit-il, « vous devez vous asseoir. » Je me suis adossé à ma chaise. Je suis déjà assise. Bien. Le silence qui a suivi n'a duré qu'une seconde, mais il a semblé plus long. Puis il a annoncé la nouvelle. L'enquête financière progresse. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas surprenant. Quoi d'autre? David a expiré. Nous avons confirmé que Mark a sciemment dissimulé des actifs pendant le divorce. J'ai fermé les yeux brièvement. Même si je m'y étais attendu, l'entendre confirmer était différent. Réel, permanent. On dirait qu'il y a plus. Il y en a, j'ai entendu des papiers se déplacer sur son bureau. Emily, êtes-vous seule? Oui. Bien. Une autre pause. Puis, le problème des dossiers médicaux s'est lié à une affaire juridique distincte. Immédiatement, mon estomac s'est serré. Quelle affaire? Juridique? Un litige de paternité. Pendant une seconde, je n'étais pas sûr d'avoir bien entendu. Un quoi? Un litige de paternité. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre qui donnait sur le parking des employés. Le ciel au-dessus de Columbus était clair pour la première fois de la semaine. Les voitures roulaient lentement le long d'Olangi River Road. La vie normale continuait à l'extérieur. À l'intérieur de mon bureau, tout était soudainement devenu très anormal. Que dis-tu? David baissa la voix. L'enfant. Mon cœur se mit à battre la chamade. L'enfant n'est pas le fils biologique de Mark. Je ne dis rien. Je ne pouvais pas. Mon esprit essayait de traiter la phrase. Non pas parce que c'était impossible. Parce que c'était inattendu. Tout ce temps, j'avais supposé que Mark avait obtenu exactement ce qu'il voulait. La famille, le bébé, la vie qu'il prétendait que je ne pouvais pas lui donner. Maintenant, soudain, ce fondement n'existait plus. Jessica sait? Pas encore. J'ai regardé par la fenêtre. Tu es sûr? Aussi sûr que l'on puisse l'être avant le début des procédures formelles. Je me suis lentement rassis. Pendant des années, j'avais imaginé diverses formes de justice. Aucune d'elles ne ressemblait à ça. Aucune d'elles n'impliquait que Mark devienne la victime de sa propre tromperie. Et pourtant, d'une certaine manière, cela semblait approprié. L'homme qui avait passé des années à blâmer les autres n'avait finalement plus personne à blâmer. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. C'est compliqué. C'est-à-dire, David a soupiré, c'est-à-dire que les choses vont devenir très publiques. Il n'avait pas tort. 2 semaines plus tard, tout a explosé. Le déclencheur était étonnamment ordinaire. Un avis de tribunal, un document, un dépôt, une action en justice. C'est tout ce qu'il a fallu. Les gens imaginent les scandales comme des tremblements de terre. Généralement, ils arrivent comme des paperasses. Le vendredi matin, Mark appelait tous ceux qu'il connaissait, amis, anciens collègues, parents. Quiconque pourrait aider. Le vendredi après-midi, personne ne voulait répondre. L'histoire se répandait. Les questions se répandaient encore plus vite. Et puis vint le moment qu'il a finalement brisé, l'audience. Le palais de justice du comté de Franklin, au centre-ville de Columbus, salle 5B. L'endroit était bondé, bien plus que ce à quoi je m'attendais. Apparemment,
rien n'attire autant l'attention qu'un homme d'affaires respecté découvrant que plusieurs versions de son histoire de vie ne peuvent pas toutes être vraies en même temps. Je suis arrivé tôt. Vieille habitude. Les médecins et les tribunaux punissent. Tous deux les retards. David était déjà là, organisé comme toujours. 3. Classeur, 2 bloc-notes juridiques, une tasse de café noir. Il leva les yeux. Quand j'entrai. Prête? Non. Il sourit. Bonne réponse. Pourquoi? Parce que les gens qui aiment ce genre de journée ont généralement des problèmes. C'était juste. Je n'aimais pas ça. J'étais nerveuse. Non pas parce que je craignais le résultat, mais parce que l'exposition publique a un coût, même quand on gagne, surtout quand des personnes qu'on a aimées sont impliquées. À 9h03, Marc est entré. Pour la première fois depuis des années, il avait l'air vraiment incertain. Fini la confiance. Fini l'arrogance. Fini le sourire. Jessica le suivait à quelques pas. Elle avait l'air épuisée. Aucun des deux ne semblait avoir beaucoup dormi. J'ai presque ressenti de la sympathie, presque. L'audience a commencé. Le juge a rapidement traité les questions de procédure. Puis sont venus les témoignages, les documents, les preuves, les dossiers, des mois d'enquête condensés en quelques heures. Les allégations de fraude financière sont venues en premier. Compte caché. Investissement non divulgué, fausse déclaration. Chaque document s'appelle la version de la réalité que Marc avait passé des années à construire. Puis vint la partie qui changea la pièce, les dossiers de fertilité. Le silence fut immédiat, absolu. Même les avocats arrêtèrent de feuilleter leurs papiers. Tout le monde écoutait. Les preuves ont révélé que des années auparavant, pendant notre mariage, Marc avait reçu des informations indiquant de graves problèmes de fertilité. Des informations qu'il n'avait jamais partagées. Des informations qu'il avait dissimulées. Des informations qui lui avaient permis de continuer à me blâmer. La salle d'audience est restée silencieuse. Je suis resté parfaitement immobile. Non pas parce que je n'étais pas ému, mais parce que j'étais plus ému que je ne m'y attendais. Pendant des années, j'avais porté ce fardeau en silence. Le doute de soi, la culpabilité, les questions. Maintenant, des étrangers apprenaient la vérité en moins de 10 minutes. Une partie de moi voulait pleurer. Une partie de moi voulait rire. Principalement, je me sentais soulagé. Enfin. Enfin. La vérité existait en dehors de ma propre mémoire. Puis vint la révélation finale, les conclusions de paternité. Le juge examina le rapport. Les avocats parlèrent. Des arguments furent présentés. Des faits furent exposés. Quand cela se termina, il n'y eut aucune confusion, aucun malentendu, aucune interprétation alternative. L'enfant n'était pas biologiquement lié à Marc. La salle éclata en murmures. J'ai jeté un coup d'œil à Jessica. Des larmes coulaient sur son visage. Curieusement, elle semblait tout aussi choquée que tout le monde. Peut-être que David avait raison. Peut-être qu'elle ne savait vraiment pas. Marc resta immobile comme un homme regardant toute sa vie s'effondrer en temps réel. Le plus étrange, c'est que je ne me sentais pas victorieuse. Pas exactement. Je me sentais libre. Il y a une différence. La victoire dépend de la défaite de quelqu'un. La liberté, non. La décision finale du juge est tombée peu avant le déjeuner. Sanctions financières, procédures supplémentaires, redistribution des actifs. Conséquences, de vraies conséquences, pas de vengeance, mais de la responsabilité. Et pour la première fois depuis des années, ces deux choses me semblaient très différentes. Alors que les gens sortaient de la salle d'audience, plusieurs anciens amis évitaient le contact visuel avec Marc. D'autres se sont simplement éloignés.
Son public avait disparu. Sa performance était terminée. La vérité avait enfin pris le devant de la scène, et il restait encore un dernier chapitre à écrire. 6 mois après l'audience, j'étais assise sur ma terrasse arrière avec une tasse de café quand mon téléphone a vibré. Le soleil se couchait sur Columbus. Une douce soirée d'octobre, le genre qu'on a en Ohio juste avant que l'hiver ne rappelle à tout le monde qui est au commande. J'ai posé mon café et vérifié l'écran. C'était un message d'un des jeunes médecins que je mentorais. Merci de m'avoir aidé pendant ma résidence. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. J'ai souri. De tous les messages que j'avais reçus cette année-là, ceux-là étaient les plus importants. Pas les mises à jour légales, pas les potins, pas les questions incessantes des gens soudainement intéressés par ce qui s'était passé. Les messages significatifs venaient de personnes qui avançaient dans leur vie, parce que c'est ce que je faisais enfin, moi aussi. Les mois qui ont suivi l'audience avaient été étonnamment calmes, du moins pour moi. Le travail me tenait occupé. En juin, j'ai accepté un nouveau poste de directrice médicale pour un réseau de soins de santé en pleine croissance desservant plusieurs communautés du centre de l'Ohio. Ce rôle s'accompagnait d'heures plus longues, de plus de responsabilités, de plus de réunions que toute personne raisonnable ne devrait jamais y assister. Mais j'adorais ça. Pour la première fois depuis des années, je me sentais entièrement concentré sur mon avenir au lieu de me remettre de mon passé. Chaque matin, je me rendais au travail sans porter de rancœur. Cela seul me semblait une victoire. Tout le monde n'allait pas aussi bien. Les problèmes juridiques de Marc continuaient. Des enquêtes supplémentaires ont révélé d'autres irrégularités financières. Rien de dramatique, juste les conséquences lentes et régulières qui suivent des années de mauvaises décisions. Les tribunaux se sont occupés du reste. J'ai cessé d'y prêter attention, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que ce n'était plus ma responsabilité. C'est peut-être la plus grande leçon de toutes. À un moment donné, il faut cesser de porter les erreurs des autres. Même lorsque ces erreurs vous blessent, surtout alors. Jessica m'a contacté une fois. Pendant l'été. J'ai failli ne pas répondre. Mais la curiosité a eu le dessus. Nous nous sommes rencontrés pour déjeuner. Dans un petit café à Dublin. La rencontre était inconfortable. Pas hostile. Juste inconfortable. Certains dégâts ne disparaissent pas avec le temps. Elle est arrivée tôt. Je suis arrivée prudente. Pendant plusieurs minutes, nous avons parlé de choses ordinaires. Le temps, le travail, la circulation. Aucun de nous ne voulait discuter de l'évidence. Finalement, elle le fit. Je suis désolé. Les mots sont tombés doucement, pas de façon dramatique. Pas comme quelque chose de la télévision. Juste 2 mots simples de quelqu'un qui semblait vraiment épuisé. Je n'ai rien dit, elle a continué. Je sais que ça ne répare rien. Non, ça ne répare rien. Elle a hoché la tête. Je sais. Pour la première fois depuis que nous étions assises, elle m'a regardé. Directement. J'ai cru des choses qui n'étaient pas vraies. J'ai étudié son expression. Il y avait du regret là. Du vrai regret. Pas de l'apitoiement, pas d'excuses, juste du regret. Plus je vieillis, plus j'apprécie la différence. Nous avons parlé pendant une autre heure, pas en tant qu'amis. Ce chapitre était terminé, mais en tant que 2 personnes qui avaient survécu au même menteur de différentes manières. Quand le déjeuner fut terminé, nous nous sommes brièvement serrés dans les bras, maladroitement. Puis nous avons repris nos chemins séparés. C'était suffisant. Le pardon est un mot compliqué. Les gens en parlent comme si c'était une seule décision. Ce n'en est pas une. Parfois, le pardon signifie simplement décider de ne plus laisser la colère occuper de l'espace dans sa vie.
C'est là que j'en étais. Pas l'amitié, pas la réconciliation, mais la paix. Et honnêtement, la paix s'est avérée bien plus précieuse. Un samedi après-midi de septembre, j'étais en train de ranger de vieilles boîtes dans mon garage. Quand j'ai trouvé quelque chose d'inattendu. Un vieil album photo. Le genre que les gens faisaient avant que chaque souvenir ne vive sur un téléphone. Je me suis assise par terre et j'ai feuilleté les pages. Des photos de l'école de médecine, des vacances en famille, des fêtes d'anniversaire, mon premier appartement, mon mariage, les premières années de mon mariage. Pendant quelques minutes, j'ai étudié ces photographies. Non pas avec tristesse. Non pas avec amertume, mais avec perspective. La femme sur ces photos n'était pas faible. Elle n'était pas folle. Elle n'était pas un échec. Elle était simplement confiante. Parfois, la confiance est récompensée. Parfois, elle est exploitée. Quoi qu'il en soit, faire confiance n'est pas l'erreur. La trahison l'est. Cette réalisation m'a apporté plus de réconfort que je ne m'y attendais. Pendant des années, je m'étais demandé en silence ce que j'aurais pu faire différemment. La réponse était simple, rien. Du moins, rien qui aurait changé le caractère d'une autre personne. Les gens font leur propre choix. Marc a fait les siens. Jessica a fait les siens. Finalement, ces choix ont créé des conséquences auxquelles aucun d'eux ne s'attendait. Il en va de même pour nous. Tous, pour le meilleur ou pour le pire. Tôt ou tard, ce que nous construisons est ce dans quoi nous vivons. Ce soir-là, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, j'ai rapporté l'album photo à la maison. Ma vie n'était pas parfaite. Celle de personne ne l'est. J'avais encore des jours difficiles, des semaines stressantes, des moments où de vieux souvenirs apparaissaient inopinément. Mais ces souvenirs ne contrôlaient plus la direction de ma vie. Et cela a fait toute la différence. S'il y a une chose que cette expérience m'a apprise, c'est que la vérité avance lentement, mais elle continue d'avancer. On ne voit peut-être pas les résultats immédiatement, et la justice arrive rarement selon notre calendrier. Pourtant, ce qui est réel a une façon de survivre. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous avez connu ou quelque chose que vous avez surmonté, j'espère que vous prendrez un moment pour réfléchir au chemin parcouru. Parfois, regarder en arrière nous aide à apprécier la vie que nous construisons aujourd'hui.